une production Binge Audio. On a eu plusieurs fois l'occasion, ces dernières années dans ce podcast, d'explorer les différents ressorts de l'action humanitaire d'urgence. On l'a fait au Congo, en Irak, au Libéria, on a évoqué les crises passées en ex-Yougoslavie ou en Rwanda. Des situations à chaque fois très différentes, mais qui avaient toutes en commun un élément fondamental, la nécessité d'avoir une approche très fine de la population à laquelle on vient en aide. C'est d'autant plus crucial que c'est la condition sine qua non pour une aide efficace et pour éviter de laisser sur le bord de la route les plus vulnérables, les plus en danger lors des crises. Comment ces critères sont-ils élaborés et mis en place ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode signé Anton Stolper et Théo Boulanger, un épisode fabriqué en partenariat avec le service de la Commission européenne responsable de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Au cours des 3 derniers épisodes de cette série, si je devais retenir qu'un élément de mes diverses conversations, c'est que dans chacune, que ce soit au sujet des feux de forêt, des risques NRBC ou de l'importance de l'accès à l'eau et aux services d'assainissement, on parlait autant de la réaction que de l'anticipation. Parce que forcément, on réagit toujours mieux lorsqu'on est bien préparé. Mais que ce soit dans la protection civile ou dans l'aide humanitaire, pour bien se préparer, il faut penser à tout, à chaque éventualité. Aux points de vulnérabilité de nos sociétés, de nos systèmes, mais aussi de nos vulnérabilités à nous. Et c'est sur ce sujet qu'on s'est penché dans ce dernier épisode. Et plus particulièrement sur le fait que nous ne sommes pas tous égaux face aux crises. Les populations sont plus ou moins vulnérables en fonction de l'environnement dans lequel elles vivent par exemple, mais surtout en fonction de leur âge et de leur genre. C'est ce qu'on va explorer avec Mohameda Touloumovic. Mohameda est basée au Cameroun et travaille pour l'aide humanitaire et la protection civile européenne. Et elle est spécialiste en coopération internationale et en réponse aux crises. À travers son histoire personnelle et ses missions actuelles, elle va nous raconter comment mieux venir en aide à une société, en prenant en compte les différences de vulnérabilité de chacun et comment y répondre individuellement. Mohameda, est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous raconter votre enfance ? Alors, j'imagine d'abord qu'avec mon nom, on devine assez vite que je suis pas 100% italienne, même si mon accent dit le contraire. Et en fait, je suis née à Sarajevo, c'est d'où je viens, de la Bosnie. Et j'ai passé les premières 4 années de ma vie en Bosnie avant que la guerre ait commencé. Et en fait, je me souviens très bien du jour où j'ai quitté la ville en guerre. Et en fait, seulement les femmes, les enfants comme moi et les personnes âgées étaient autorisés à partir, à quitter le pays en bus dans des conditions précaires. Et je pense qu'effectivement, c'est depuis cette expérience que je me suis un peu rendu compte qu'il y a une valeur qui est donnée aux personnes plus vulnérables. Et en fait, c'était cette division qui était faite entre les femmes, les enfants, les personnes âgées et les hommes qui m'a fait comprendre aussi que les hommes étaient considérés d'une certaine façon comme les plus forts, comme les personnes qui devaient rester pour combattre, pour défendre les pays. Et ensuite, je me suis retrouvée dans les camps de réfugiés en Croatie, où j'étais accueillie et j'ai retrouvé la même dynamique toujours. Donc, toujours les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il n'y avait pas des hommes. C'était ça les groupes qui composaient les camps. Et si tu veux, c'est cette fil rouge qui m'a suivie jusqu'en Italie, où j'ai reconstitué ma vie. Et très vite, je pense que je me suis un peu rendu compte, j'ai compris que je voulais continuer à rester dans ce domaine humanitaire d'une autre façon, d'une façon un peu plus active, un peu plus professionnelle, parce que c'était quelque chose qui faisait déjà partie de moi. J'avais déjà vécu la vulnérabilité de l'intérieur et cela, en fait, m'a donné envie de poursuivre dans ce secteur. D'une certaine façon, je pouvais comprendre les personnes d'une façon un peu plus immédiate, plus facile.
Maintenant, aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans que je travaille dans le domaine humanitaire et au fil de cette expérience, je me suis rendu compte des autres mécanismes que j'avais vus à l'époque et qui, en fait, aujourd'hui, ont plus de sens. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspondaient ces mécanismes d'avant, justement ? À l'époque, ils avaient déjà une intuition humaine selon laquelle certaines personnes nécessitaient d'une attention particulière. On le voyait notamment, comme je disais, lors des évacuations. Les femmes, les enfants, les personnes âgées étaient prioritaires. Et moi aussi, je en faisais partie en tant qu'enfant. Mais cette sensibilité n'était pas encore traduite dans des outils concrets et clairs comme aujourd'hui. En fait, on entendait beaucoup parler et aujourd'hui même on entend encore parler d'aider les personnes pauvres, les personnes dans les besoins, sans de distinction précise. En fait, l'aide était souvent généralisée sans un ciblage. Pourtant, avec l'expérience, je pense que nous avons compris que l'aide ne peut pas être distribuée d'une manière uniforme. Elle doit être ciblée en fonction de la vulnérabilité des individus. Et je pense que ce concept qui a commencé à émerger au début des années 2000 est devenu central aujourd'hui dans l'action humanitaire. Et alors, quelles sont les différences entre les concepts de pauvreté et de vulnérabilité dans le cadre de l'aide humanitaire ? En fait, quand on parle de pauvreté, on parle d'un état de privation plutôt économique, c'est-à-dire un manque de revenus, de ressources ou d'accès aux services de base. Et en revanche, la vulnérabilité désigne une exposition au risque et une capacité limitée à y faire face. Et la vulnérabilité englobe des dimensions économiques, mais sociales, environnementales et politiques aussi. Et tandis que la pauvreté reflète une privation actuelle, la vulnérabilité est un concept dynamique qui en fait indique la susceptibilité d'un ménage à subir des chocs futurs et son manque de moyens pour y faire face. Et, je donne un exemple comme ça, peut-être c'est un peu plus clair. Si on prend deux familles qui peuvent avoir les mêmes revenus, mais l'une peut être plus vulnérable en raison des problèmes de santé, des déplacements, des manques de soutien social. Et donc c'est cette nuance qui a poussé les acteurs humanitaires à développer des outils d'analyse de la vulnérabilité et en fait afin d'identifier les ménages les plus exposés. Et je pense que ce changement de paradigme a permis de prioriser l'aide en fonction des risques réels et des capacités de réponse, d'éviter les généralisations qui peuvent conduire à des erreurs d'inclusion ou d'exclusion, et de concevoir des programmes véritablement adaptés aux besoins différenciés des individus et des groupes. Et en fait, je pense que c'est dans cette dynamique que les acteurs humanitaires ont commencé à analyser les facteurs qui augmentent la vulnérabilité. Et notamment, on parle des genres et de l'âge. Et ce n'est pas par hasard que les comités permanents interorganisation a créé, je pense autour de 2008-2009, les marqueurs du genre et de l'âge. Et après, en 2014, par contre, c'est la protection civile et l'aide humanitaire européenne qui a créé aussi ces marqueurs. Et ces marqueurs ont pour objectif d'identifier les projets et si les projets sont capables d'intégrer une analyse des besoins différenciés selon l'âge et les genres, de s'assurer que les activités sont adaptées aux différents groupes, de renforcer la protection contre les violences basées sur le genre et de promouvoir la participation des personnes affectées à toutes les étapes du projet. Et moi, j'adore faire un exemple externe au monde de la coopération. Si on prend par exemple le travail d'un secouriste pendant un accident, quand les secouristes arrivent au moment d'accident, ils se trouvent en face des personnes qui sont victimes. Bon, ceux qui crient ne sont pas forcément les plus gravement blessés. Parfois, la majorité des fois, ceux qui restent silencieux peuvent être en danger de mort. Et donc, si vous voulez, les marqueurs nous permettent de faire ce type de triage
et donc d'éviter de laisser personne derrière. C'est un peu le principe humanitaire qui est plus ou moins connu, je pense, dans le monde, de leave no one behind. Et donc l'aide humanitaire doit être personnalisée. Il est essentiel de reconnaître les différences et de les intégrer dans nos actions. Sinon, nous perdons notre capacité à prioriser et les conséquences peuvent être dramatiques. En préparation pour cette interview, vous m'aviez raconté une fois une interaction que vous aviez eue avec quelqu'un qui vous avait dit « mais tout le monde est vulnérable dans une situation comme ça de crise humanitaire ». Et en fait, c'est ce que vous répondez, c'est que tout le monde est vulnérable à différents niveaux finalement. Oui, ça c'est encore aujourd'hui, c'est une réalité. En fait, comme je disais, on a fait beaucoup de pas, on a fait toute une évolution, mais on reste encore dans cette situation. Je me rappelle très récemment d'un cas similaire où en fait on parlait des enfants qui avaient besoin d'accéder à l'éducation et on parlait des enfants déplacés internes, donc des enfants qui n'étaient plus chez eux. Et une personne, un partenaire d'une organisation, en fait, disait oui, mais ça, c'est un village de personnes pauvres, donc tous les enfants ont besoin d'avoir accès. Mais moi, je pense qu'en fait, on est dans la bonne direction quand on essaie vraiment de personnaliser l'aide humanitaire. Je peux te donner aussi un autre exemple. Quand on parle des genres et d'âge, on ne parle pas seulement des femmes et des enfants. Et les hommes aussi ont des besoins spécifiques. Mais imaginez, vous, les coûts de l'inaction, les effets pervers qui, si nous ignorons, par exemple, les besoins des enfants associés aux groupes armés, comme ceux dans l'extrême nord du Cameroun, qui sont forcés à combattre par les groupes de Boko Haram. Bon, ces enfants ne sont pas seulement utilisés comme soldats. Ils sont forcés à porter les armes, à servir des messagers, à cuisiner, à nettoyer. Et les filles, elles sont souvent victimes de violences sexuelles, des mariages forcés, ou même utilisées comme kamikazes. Et ces rôles leur sont imposés par la peur, par l'enlèvement, le kidnapping et la manipulation. Et les conséquences sont dévastatrices et durables. On parle des troubles psychologiques, des rejets sociaux, des pertes de l'éducation, des difficultés de réintégration. Et la chose, si vous voulez, plus inquiétante, c'est que les chiffres sont incomplets. Et pourquoi les chiffres sont incomplets? Parce que beaucoup de cas ne sont pas signalés. À cause de la peur, à cause des manques d'accès aux zones de conflit et de la stigmatisation. Certains enfants sont détenus ou déplacés sans documents. Tout simplement, ils deviennent invisibles. Et là, je retourne sur le concept, l'importance d'avoir des programmes ciblés qui est essentiel. Il ne s'agit pas seulement de sauver des vies, et c'est pas seulement la pauvreté, mais c'est de redonner ou essayer de redonner de la dignité et un avenir à ces enfants à travers le soutien psychosocial, la formation professionnelle, l'éducation, la réintégration communautaire qui doit être pensée en fonction du genre, du traumatisme vécu et des contextes culturels. Et j'ajouterais aussi que la protection civile et l'aide humanitaire européenne aujourd'hui a fait encore des pas suivantes et donc elle s'arrête pas à la catégorisation classique de la vulnérabilité, mais elle arrive à privilégier une approche fondée sur l'analyse des risques et des besoins spécifiques à chaque contexte. Alors, est-ce que justement, vous pouvez peut-être me donner un exemple d'un projet ou d'un type de projet où l'aide humanitaire européenne s'est penchée dessus, a observé, a fait des commentaires, et tout, décrire un petit peu tout ce processus-là? Dans le moment qu'un partenaire décide de proposer un projet à la protection civile et à l'aide humanitaire européenne, bien sûr, il doit fournir des informations précises à partir de l'objectif général, des résultats attendus, des indicateurs, des zones d'intervention, les budgets. Mais il y a aussi une section importante concernant les marqueurs du genre et de l'âge qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Et en fait, les partenaires doivent détailler le nombre d'hommes et de femmes et des enfants répartis par tranche d'âge qu'ils prévoient de soutenir dans les projets.
Et cette analyse inclut également une section particulière aussi pour les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, qui doit être pleinement prise en compte. Il est essentiel de souligner que ces données reposent toujours sur une évaluation approfondie des risques et des besoins spécifiques. Au niveau global, universal, selon les statistiques, on estime qu'entre les 10 et les 15% de la population est en situation de handicap. Et donc, quand nos partenaires proposent un projet, eux aussi, ils incluent ce pourcentage. Mais cependant, lors de la mise en œuvre des projets, ce qu'on voit à travers les rapports intermédiaires au finaux ou même sur le terrain, c'est qu'au Cameroun, ils arrivent presque jamais à atteindre la cible. Et pourquoi? On revient encore une fois à la question de la stigmatisation. Parce que les personnes concernées ne sortent pas de chez elles. N'osent pas demander de l'aide et leur inclusion dans les projets devient complexe. Et ce stigma social est présent et a une conséquence importante sur les personnes qui vivent avec les handicaps, mais ce phénomène touche aussi les femmes, de nombreuses femmes qui ne dénoncent pas les violences sexuelles ou les abus domestiques. C'est la peur du jugement, du rejet ou de la honte qui freine l'accès à la protection et aux services. Donc très concrètement, quand un partenaire vient vous voir avec une proposition de projet, ils ont déjà, eux, rempli les marqueurs et vous, votre rôle ensuite, c'est de passer à travers et d'essayer de poser des questions pour voir si peut-être il y a des parties de la population qui n'ont pas peut-être été pris assez en compte dans le développement du projet. Bah oui, bien sûr, c'est en partie de nos tâches, on peut dire comme ça. Mais en fait, il s'agit d'un formulaire qui est déjà préétabli. Donc, dans les années, on a vu que les partenaires, à fur et à mesure, ils se sont alignés. Et donc, c'est chaque jour plus facile, si tu veux, voir que ces genres de marqueurs, comme les marqueurs des genres et de l'âge, sont bien intégrés, bien comprises par les partenaires. En fait, j'ai mentionné plutôt la côté des personnes vivant avec l'handicap parce que c'est là qu'on voit encore plus de difficultés, mais qui ne sont pas liées à des manques, si tu veux, de nos partenaires, mais à un contexte spécifique. Et c'est là qu'on revient à toute l'analyse des risques et besoins. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner un exemple d'un programme qui a été réalisé avec un partenaire pour expliquer à quoi ça ressemble lorsque ces marqueurs sont pris en compte? Et je pense notamment à l'exemple de Girls Shine. Alors ça, c'est un exemple que j'aime bien. Quand je suis arrivée ici au Cameroun, en fait, on parle beaucoup de Cameroun aujourd'hui parce que maintenant je suis basée au Cameroun. Et donc, c'est à partir des crises que j'ai vues surtout la dernière année au Cameroun que je suis en train de vous donner des exemples. Je pense que c'était ma première mission au Cameroun, oui. Et en fait, je suis partie à voir les projets sur le terrain et il y a un ONG qui a mis en place le projet Girls Shine. L'objectif de ces projets, en fait, c'est de renforcer les capacités des jeunes filles, de leur faire connaître leurs droits, renforcer leur estime de soi et de les protéger contre les violences et les abus. Ce programme a suscité l'enthousiasme des parents, des mères, des pères qui, en fait, ils ont reconnu d'avoir vu des changements positifs dans la vie de leurs filles. Et en fait, pendant la visite, ils ont même évoqué le besoin d'avoir un projet similaire pour les garçons. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les garçons aussi vivent dans des conditions de violence et de stress. Les garçons aussi développent des troubles émotionnels et comportementaux auxquels décident de répondre avec des actions, des coping mécanismes négatifs et n'osent pas parler parce qu'on est toujours dans l'optique qu'un garçon, un homme ne peut pas parler de sa vulnérabilité. Et donc, il abuse de l'alcool, il abuse de drogue, qui c'est un problème de plus en plus sévère et important au Cameroun. Et donc, quelques mois après, je suis retournée pour une autre visite terrain de la même organisation, mais dans une autre localité. Et là, on a vu les projets Girls Shine.
Mais à côté du projet Girlshine, on a vu aussi un projet pilote pour les garçons. Et en fait, c'était intéressant et étonnant de voir comment les filles, qui normalement sont les plus timides, mais qui bénéficient du programme depuis des mois, elles étaient ouvertes et participatives. Et à l'envers, on avait des garçons qui venaient juste d'être intégrés, qui étaient timides. Et ça, en fait, fait nous comprendre que, les garçons sont encore, des garçons qui bénéficient de ces projets, sont encore au début du processus et qu'ils ont besoin de soutien, bien sûr. Et que parfois, on se retrouve avec des déséquilibres initial, comme dans ces cas, entre filles et garçons, qui étaient difficiles à anticiper. Parce qu'en fait, on estime les besoins selon ce qu'on voit. Et c'est au fur et à mesure qu'on comprend qu'il y a aussi des autres besoins. Et là, l'important, c'est d'avoir des processus dynamiques. Et l'isolement, les traumas, la consommation de drogue et d'alcool, ce sont des facteurs qui influencent ces processus. Et de là, on peut retourner à notre discours qu'on a fait au début et qui confirme que les réponses humanitaires doivent être sensibles aux dynamiques sociales et aux vulnérabilités multiples, sans jamais se limiter à des catégories fixes. Et si tu veux, ce type d'adaptation est rendu possible aussi grâce à la présence régulière du personnel de la protection civile et de l'aide humanitaire européenne sur le terrain, et y compris dans les zones les plus difficiles d'accès. En fait, malgré les risques sécuritaires, les équipes sont souvent en mission à côté des partenaires et des bénéficiaires pour observer directement la réalité locale, ajuster les réponses, formuler des recommandations concrètes. Si tu me permets, lors d'une mission que j'ai faite tout récemment dans le Nord-Ouest, j'étais frappée par la normalisation de certaines situations comme les enlèvements. En fait, c'était pendant la visite un partenaire nous fait partie de son histoire, que son fils venait juste d'être enlevé. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai échangé avec des autres acteurs et j'ai découvert que sur une vingtaine de personnes présentes, 3 ont été kidnappées eux-mêmes. Et toutes les personnes avec lesquelles j'avais parlé connaissaient au moins un membre de leur famille qui ayant subi un enlèvement, un kidnapping. Et là, tu comprends que ce n'est plus une exception, c'est devenu une réalité quotidienne pour la communauté locale. Et c'est précisément pour cela que je pense la présence sur le terrain du personnel de l'aide humanitaire européenne est indispensable. Nous avons la possibilité et le rôle de comprendre des dynamiques qui parfois sont invisibles depuis les capitales et en fait d'adapter les actions et de trouver la façon même d'appliquer les lignes directrices, mais d'une façon plus réaliste et adaptée au terrain. Et en fait, moi personnellement, je pense que c'est cela qui représente la valeur ajoutée de l'approche humanitaire européenne. Et en fait, c'est le fait d'être présent sur le terrain et développer des relations de confiance avec les partenaires. Donc, Mohameda, vous nous avez raconté votre histoire personnelle à vous au début. Aujourd'hui, on a l'impression que les crises s'enchaînent, que l'aide humanitaire est réduite, que le monde est de plus en plus instable. Et est-ce que donc pour vous, cette façon d'optimiser l'aide en se concentrant sur les différences de vulnérabilité est-elle devenue essentielle et le sera-t-elle encore plus demain ? Oui, en fait, je pense que aujourd'hui on doit faire face à plusieurs crises, mais je reste de l'idée qu'il faut être positif pour l'avenir. Il est vrai que nous traversons une nouvelle phase marquée par une diminution des financements, mais dans toujours l'esprit d'être positif, je pense qu'il faut en tirer des côtés constructifs, revoir nos approches pour mieux faire. Parfois, on doit s'interroger sur ce qu'on fait
Et je pourrais vous donner plusieurs exemples, en fait, qui montrent les travaux accomplis jusqu'au présent, qui est important, et notamment par les partenaires. Et je pense, par exemple, dans mes expériences passées, j'étais aussi au Niger, et là, en fait, on avait un projet. Et dans ce cas de projet, on avait un groupe de femmes qui étaient identifiées comme bénéficiaires d'un programme générateur de revenus. Et le groupe de femmes avait décidé de se lancer dans des activités agricoles. Et les activités se sont bien déroulées et en fait, des autres femmes du village ont exprimé leur volonté de participer au projet et devenir bénéficiaires. Mais malheureusement, le projet était en train de terminer et ce n'était pas possible. Et l'effet positif, c'était que les groupes de femmes qui ayant bénéficié des programmes se sont réunis et ont décidé de réinvestir une partie des fonds générés par les activités du projet dans une espèce de fonds rotatif afin de soutenir les nouvelles participants et leur permettre de lancer leur propre activité. Et donc, je pense que nous devons continuer à nous remettre en question, à chercher les meilleures approches pour chaque contexte et à faire preuve de résilience dans ces processus et à s'engager dans un changement positif. Pour ma part, je ne peux pas qu'être positive et espérer en l'avenir. Parce qu'en fait, je n'oublierai jamais le personnel de cette ONG qui est venu me chercher dans les camps quand j'étais toute petite et en fait qui m'a offert une seconde chance. Et comme il y a plus de 30 ans, parce qu'en fait ce sont passés plus de 30 ans que quelqu'un l'a fait pour moi, mais bien aujourd'hui encore, il y a des milliers de personnes qui continuent à le faire dans le monde. Ben oui, donc j'y crois sincèrement. Il reste encore beaucoup à faire. Mais oui, il y a de l'espoir pour l'avenir, selon moi. Merci à Anton Stolper pour cet épisode réalisé par Théo Boulanger et fabriqué en partenariat avec le service de la Commission européenne responsable de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Camille Codor. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.